Entretiens des patriotes, bonjour à tous. Mélenchon, le pyromane de la République, et Borne a-t-elle eu du mépris pour un Tahitien? Avant de répondre à ces questions, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui financent cette chaîne à l'aide des merci rémunérateurs en ces temps si difficiles pour les journalistes de la réinformation. Et aujourd'hui sont à l'honneur Rambard, Yves Guérin, Tan Sohan et André Lelièvre. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel pour les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les fameux et légendaires gentils messages. On ne laisse rien passer. On lutte, on n'abandonne pas, surtout que les temps sont difficiles, je dirais même graves, parce que certains hommes politiques ne se comportent pas comme ils le devraient, nous le verrons à l'intérieur de ce journal. Mais on va commencer par une nouvelle assez réjouissante. Elle nous vient de Suisse. Résultat définitif, l'UDC gagne 9 sièges au national, lourde chute pour les écologistes. Et oui, les écologistes ne font plus recette en Suisse. Selon les derniers résultats que j'ai sous les yeux, l'UDC obtiendrait 29,2% des suffrages, c'est-à-dire presque un Suisse sur 3, tandis que les écologistes s'effondraient à 9%. Ils disparaîtraient du paysage helvétique. Voilà une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui explique le succès de l'UDC? Eh bien, il a fait campagne autour de la défense de la neutralité stricte de la Suisse, trop dépendante, selon eux, de l'Union européenne. Les partis patriotes devraient donc s'inspirer lorsqu'on milite contre l'Union européenne, eh bien, les citoyens votent pour vous. Alors, on va quand même expliquer cette phrase, neutralité stricte de la Suisse. Vous savez que de nombreux politiciens helvétiques sont dans le sillage de Davos, de Klaus Schwab, et ils ont donc à demander aux Suisses de faire des efforts pour financer la guerre en Ukraine. Eh bien, les Suisses ont dit non, ça c'est terminé. Bravo à eux. Et puis évidemment, l'UDC, c'est son cheval de bataille depuis toujours, la lutte contre l'immigration de masse. Les premières projections donc confirment bien le recul attendu des partis écologistes. Mais pourquoi les écologistes reculent de scrutin en scrutin, d'Allemagne jusqu'en Suisse? Eh bien pour les mêmes raisons. Les écologistes sont devenus des prophètes du malheur. Ils vous terrorisent avec le climat. Ils vous culpabilisent. Et oui, c'est Mamie Janine avec sa Twingo qui est responsable du réchauffement climatique. Ah, ce ne sont pas les cargos qui tournent autour du monde du fait de la mondialisation et des accords de libre-échange. Non, c'est Mamie Janine. Et il propose comme solution ni plus ni moins que la destruction de la civilisation occidentale avec ses villes à zéro émission. Il s'étonne par la suite que les électeurs ne votent pas pour eux. Et puis il faut ajouter que ces écologistes défendent la guerre en Ukraine, ils ont défendu les politiques sanitaires les plus liberticides. Bye bye les écologistes, en effet on respirera un air bien plus pur. Et lorsqu'on parle d'écologistes en France, on parle de la NUPES. Et quand on parle de la NUPES, on évoque Mélenchon. Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français. Voici la France. Mais où sont les drapeaux français, Jean-Luc Mélenchon? Et oui, il n'y a plus aucun drapeau français. Mélenchon ne s'adresse plus qu'à sa clientèle et qui devient de plus en plus radicalisée. Alors, lorsqu'il nous dit c'est la France et qu'on n'aperçoit que des drapeaux palestiniens, est-ce qu'il est en train de nous signifier que la France c'est la Palestine? Qu'est-ce qu'il veut? Que les communautés s'affrontent comme en Palestine? Parce que s'il était un homme politique responsable, il s'adresserait à tous les Français et à toutes les communautés. Et manifestement, il refuse de le faire pour des questions, comme je viens de vous dire, clientéliste. J'espère que Jean-Luc Mélenchon subira le sort des écologistes en Suisse qui disparaissent de ce paysage parce qu'il devient de plus en plus dangereux. Puisqu'on parle de la France insoumise, il faut aussi évoquer le cas Daniel Obono. Alors, je vous ai mis le tweet d'un macroniste, Clément Veil-Rénal. Et pour quelle raison? Eh bien, je vais vous le dire dans un instant, mais on va le lire d'abord. Sur le compte Twitter de la députée Obono, de nombreux tweets racistes mettent en cause les hommes blancs, notamment leur présence au gouvernement. Daniel Obono, il faut aussi ajouter, refuse de condamner le Hamas. Elle paraît donc disqualifiée pour siéger à la Cour de justice de la République et y juger le ministre Dupond-Moretti. Toute cour de justice a besoin de sérénité. Il faut donc que ceux qui siègent soient considérés comme impartiaux, au-dessus des partis.
quand on juge, on ne peut pas être en effet, selon l'expression, juge et parti. En choisissant Daniel Obono, un personnage extrêmement controversé, à partir des éléments que nous donne Clément Vérénal et tous ceux que j'ai développés pendant des mois, eh bien la France insoumise a rendu un sacré service à Emmanuel Macron et à Dupond-Moretti. Cela permet à Clément Vérénal, en effet, de disqualifier la Cour de justice et, dans une certaine mesure, de blanchir à la France Dupond-Moretti. Alors, la seule question que l'on peut se poser, est-ce que la France insoumise a eu conscience de cela, c'est-à-dire une provocation assumée, ou tout simplement ils sont les marionnettes d'Emmanuel Macron? Je vous laisse seul juge. Tenez, puisqu'on parle d'écologiste, je vais parler d'un écologiste assez sympathique. Une fois n'est pas coutume, il s'est présenté dans un costume traditionnel mélanésien et il a prononcé un discours assez juste. C'est assez cocasse que vous n'avez pas la majorité pour faire passer un texte, il s'adresse à Elisabeth Borne, mais on n'arrive pas non plus à avoir une majorité sur une motion de censure, constate Le Gallique. Ceux qui peuvent faire la bascule ne veulent pas retourner aux urnes. Je pense que nous sommes d'accord avec le diagnostic de nombreux députés qui se réclament de l'opposition, refusent de voter la motion de censure parce qu'ils savent très bien qu'ils n'existeront plus dans la prochaine Assemblée. Je vous mets par ailleurs l'extrait de son discours dans ma description. Mais le scandale n'est pas dans ce qu'il a prononcé, mais dans l'attitude d'Elisabeth Borne. Hilar, et on a même entendu quelques rires méprisants du côté de la Macronie. Et vous apercevez encore Elisabeth Borne en train de vapoter au sein de l'hémicycle. Cela est strictement interdit, cela en dit long sur ces macronistes qui font véritablement ce qu'ils veulent, mais par contre ils vous reprocheront le moindre tort. Ces rires méprisants sont l'objet du scandale. Je n'aime pas du tout, ces rires condescendants. Le Gaïque parle simple, il parle vrai sans le verbiage des énarques qui échouent depuis 50 ans. Renaissance me donne la nausée. Je déteste et détesterai toujours ces airs de sachant parisiens. Les Français modestes vous détestent, vous et votre arrogance, qui ne leur apporte que du malheur pendant que vous vous coinfrez. Je combats le député communiste Le Gaïque. Je combats l'indépendantiste polynésien Le Gaïque. Mais je serai toujours plus proche de l'homme qui a l'accent de sa terre que des céréales losers combinards déracinés autolâtres convoiteux qui intriguent autour de Macron. Elisabeth Borne, vous êtes répugnante. Je pense que vous serez nombreux à être de l'avis d'Arthur Cottrell, surtout que vous le savez, je vous avais montré ce tweet de Philippe Murer en mars 2023. 3 Français sur 4 veulent que le gouvernement Macron saute en cas de 49.3 et de motion de censure. Même chez les LR, ils sont 53% pour. La démocratie représentative, c'est représenter et respecter les intérêts du peuple français. Et oui, fin de la blague, nous dit Philippe Murer. Et qu'est-ce que la France d'Emmanuel Macron? C'est une France où les agressions sont légion, où les vieilles dames se font agresser dans les hôpitaux, où la France est devenue un coupe-gorge et où nous vivons au rythme des alertes à la bombe. Il y en a eu pas mal ces derniers temps au château de Versailles. Les fausses alertes à la bombe se suivent depuis et se ressemblent visiblement. En l'espace de 10 jours, elles ont concerné près de 18 aéroports en France, le château de Versailles une bonne dizaine de fois, ou encore la gare Montparnasse à Paris. Or, selon Clément Beaune, le ministre des Transports interrogé par Questions politiques, France Inter, France TV, Le Monde, ce dimanche 22 octobre, ces fausses alertes sont envoyées depuis quasiment toujours la même adresse email située en Suisse. Et là, j'ai l'impression qu'il se moque de nous, dans la mesure où il est très facile pour un service de sécurité de remonter qui est le propriétaire de cette adresse email. Ils sont en train de trouver des excuses parce que ces alertes à la bombe, manifestement, les arrangent. Encore une manipulation. Je vous laisse seul juge. Il faut savoir que Joe Biden, bien esseulé à l'ONU, essaie de rameuter ses troupes et regarder tous ceux qui vont venir au secours de Joe Biden. Ah, Scholz, Trudeau, Emmanuel Macron,
Sunak, Meloni. Oui, Biden a eu un échange téléphonique avec tous ses chefs d'État et il appelle au respect du droit humanitaire international. Le président des USA, Joe Biden, a organisé une réunion téléphonique avec le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ainsi que le président de la République française, Emmanuel Macron, le chancelier d'Allemagne, je vous les ai montrés, Olaf Scholz, la première ministre d'Italie, Georges Meloni, et le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. À l'ordre du jour, le conflit en cours entre Israël et l'organisation terroriste Hamas, détaille le cabinet du Premier ministre Trudeau. Les dirigeants ont réitéré leur soutien à Israël et son droit à se défendre contre le terrorisme. Ils ont également appelé au respect du droit humanitaire international, y compris en matière de protection des civils. Si vous avez suivi mes derniers numéros, vous savez que l'axe Russie-Chine pour régler la question palestinienne est plébiscité par les États arabes et par l'ensemble quasiment des pays du monde. Joe Biden est apparu très esseulé aux Nations Unies. Il a donc demandé l'aide de ses larbins. On va les regarder de nouveau. Ce sont tous des young leaders qui d'ailleurs sont contestés tous dans leur propre pays. Si je prends Sunak, le Premier ministre britannique, eh bien les conservateurs aimeraient s'en débarrasser parce qu'il est très impopulaire. Quant à Justin Trudeau, il ne peut pas sortir au Canada sans rencontrer des manifestations. Et sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'on trouve sur le Canada de Justin Trudeau. Le Canada doit légaliser l'euthanasie pour les addicts des drogues sans autre maladie en mars. Alors c'est de la traduction Google, c'est pas exceptionnel, mais j'ai été étonné parce que c'était dans un journal australien. Alors je suis allé chercher dans la presse canadienne et j'ai trouvé à peu près la même chose. Sujet médicalement assisté pour l'anorexie, la toxicomanie ou le sans-abrisme. Y a-t-il une ligne dans le sable pour le gouvernement du Canada en matière d'expansion de l'euthanasie? Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite et cela nous rappelle évidemment les heures les plus sombres de notre histoire. Comment s'en étonner lorsqu'on a vu Justin Trudeau applaudir un ancien Waffen-SS? Quand on va sur les sites de santé du gouvernement canadien, eh bien on tombe sur ce genre d'article. L'assistance médicale du Canada en matière de mort, MID. L'assistance médicale à la mort est un problème complexe et profondément personnel. Le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que nos lois reflètent les besoins des Canadiens, à protéger ceux qui peuvent être vulnérables et à appuyer l'autonomie et la liberté de choix. Et donc, vous êtes appelé à vous inscrire si vous avez envie de recevoir une piqûre mortelle. Ces young leaders woke progressistes sont un véritable danger pour l'humanité, pour nos règles d'humanité, j'ai envie de dire. Je n'ai pas évoqué le cas d'Olaf Scholz parce que je l'ai déjà fait la semaine précédente. Je vous avais indiqué qu'il avait perdu les élections dans deux États importants d'Allemagne et que les spécialistes de la politique allemande expliquaient qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Il ne reste donc qu'un seul leader, un young leader dont je n'ai pas encore parlé, c'est notre chouchou sur cette chaîne, j'ai parlé le bouffon Emmanuel Macron. Et que nous dit Georges Bruno sur sa visite en Israël? Emmanuel Macron a probablement loupé le coche. Dans la guerre entre Israël et le Hamas, confie un ancien diplomate. Il ira en Israël trop tardivement et son soutien appuyé à l'État hébreu lui a fait perdre le peu d'influence qu'il avait dans les pays arabes. Cette analyse de Georges Bruno vient conforter ce que nous vous disons depuis des mois sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est l'homme qui a réduit la France, qui rayonnait au niveau diplomatique, à un État fantoche. Nous n'existons plus. Emmanuel Macron a réduit à néant notre influence en Afrique. Il a fait en sorte de se fâcher avec ses anciens alliés et comme il suit de manière très servile la politique américaine, il ne compte plus donc sur la scène internationale. Et il faut ajouter qu'il a osé révéler les conversations privées avec Vladimir Poutine pour faire son intéressant pour des raisons de politique intérieure. Comment voulez-vous que les autres présidents étrangers puissent lui faire confiance? Alors, sur la position, sur le conflit entre Israël et le Hamas, il y a 3 blocs que résume très bien Hervé Carès dans la vidéo de Vue du 3 de Régis de Castelnau que je vous mets dans ma description. Il y a en effet le plus grand nombre, présenté par la Chine et la Russie, c'est éviter la régionalisation du conflit, bien évidemment, et favoriser une solution politique, c'est celle qui est défendue d'ailleurs sur cette chaîne. Ensuite, il y a la position d'équilibriste de l'Union européenne, éviter la régionalisation du conflit et éviter l'importation du conflit.
Ils soutiennent Israël, mais en même temps, tous ces pays européens qui ont accueilli de très nombreux musulmans, ils ont peur d'une guerre civile. Et puis, il y a la position américaine. Éviter la régionalisation du conflit, bien évidemment, dissuader l'Iran et préserver une reprise des accords d'Abraham. Mais les États arabes ne sont pas enthousiastes de la position américaine, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils reprochent aux États-Unis de soutenir essentiellement Israël aux dépens de leurs intérêts vitaux. C'est pour cette raison que les USA sont isolés sur la scène internationale et que Joe Biden a dû donc appeler à la rescousse les Young Leaders pour montrer qu'il était entouré. Mais lorsqu'on regarde les objectifs des pays européens, on s'aperçoit qu'ils sont bien différents des USA puisqu'il faut éviter l'importation du conflit. Et il y a une dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des faucons aux États-Unis qui, eux, veulent la guerre à outrance. Et c'est notamment ce fou furieux de sénateur McConnell, qui est un républicain. C'est cette petite minorité de républicains extrêmement dangereuse, qui qualifie la Chine, la Russie et l'Iran de nouveaux axes du mal, c'est-à-dire presque la moitié de la planète, auquel les États-Unis doivent faire face. Il s'agit d'une urgence. Le chef de la minorité sénatoriale a déclaré que la guerre entre Israël et le Hamas était un danger pour le monde et un danger pour les USA. Si vous vous êtes posé la question de savoir ce que c'est que l'État profond, le marais de Washington, si vous voulez donner un visage à cet État profond, eh bien, vous en avez une très belle illustration avec le sénateur Connell. Il a en effet défendu toutes les guerres illégales et injustes des États-Unis. La Serbie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Ukraine, à chaque fois le sénateur Connell était derrière. Pour quelle raison? Eh bien, il représente le lobby militaro-industriel. Quand on lit d'ailleurs un article, il y a toujours le sénateur Connell associé au lobby militaro-industriel. Ce dernier point servirait à amadouer les parlementaires républicains. En effet, certains d'entre eux ne veulent plus financer le conflit irakien. Au Sénat, le chef de file, Mitch McConnell, fait partie de l'ancienne garde conservatrice, celle de George Bush, qui défend à la fois le complexe militaro-industriel et la cause de Kiev. Mais à la Chambre où les républicains sont majoritaires et où les populistes sont déchaînés, alors ce qu'ils appellent populistes, ce sont les Trumpistes, ceux qui veulent la paix, plus de la moitié du groupe considère que les États-Unis ont suffisamment payé pour l'Ukraine. Donc, à chaque fois que vous avez un défenseur ardent de ce lobby militaro-industriel, vous avez le sénateur McConnell. Mais que cette génération prenne sa retraite, le monde pourra peut-être vivre en paix. Allez, on va changer de sujet et on va aller à quelle époque plus exactement, où Caroline Forest nous a fait un cours de complotisme. Oui, de complotisme, Caroline Forest. Elle sait de quoi elle parle, bien évidemment. Et quelle est la théorie du complot qu'elle préfère, Caroline Forest? Les antivax qui ont mis en danger la population française en pleine pandémie. Manifestement, Caroline Forest vit dans une grotte depuis à peu près 9 mois. Elle ne lit aucun article de la presse étrangère, elle n'est pas au courant des effets secondaires. Bon, on arrête, on sait très bien que Caroline Forest défend ses petits camarades, notamment Raphaël Enthoven, qui est allé très loin dans l'ignominie. Et puis on va lui rafraîchir la mémoire à Caroline Forest, cette séquence entre le docteur Cohen et Alexandra Orion-Caude. Alexandra Orion-Caude explique que le pchout ne protège ni de l'infection ni de la transmission. Quelle est la réponse du docteur Cohen? Complotisme. Ils nous ont fait le coup et c'était 2 mois avant qu'Emmanuel Macron décide du pass sanitaire, d'un produit qui ne protège ni de l'infection ni de la transmission. Et Caroline Forest nous parle de complot, mais qui sont les complotistes? Et puis on vient d'apprendre que le journal Le Monde vient d'être condamné. Le tribunal a jugé que les propos tenus dans le Décodex du Monde à l'encontre du site François constituent un acte de concurrence déloyale par dénigrement. Le Monde est donc condamné à 25 000 € de dommages et intérêts et 10 000 € d'article 700 du Code de procédure civile. Tous ces journalistes, tous ces hommes politiques qui accusent de complotisme feraient bien de se méfier parce que cela peut se traduire devant la justice.
Et il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses victimes de ces pschouts qui se retrouveront un jour devant les tribunaux pour demander des comptes à ceux qui les ont mis dans cet état. Allez, on va finir par une information qui, comment dirais-je, illustre bien ce que devient la France. C'est la seule solution que j'avais trouvée. Son locataire ne paie pas, il reprend son studio et se déclare squatter. Là, de ne pas recevoir l'argent du loyer de l'appartement situé promenade des Anglais qu'il avait mis en location, un Niçois investit le lieu, attend 48 heures, change les serrures et se déclare officiellement squatter de son propre bien. Oui, nous vivons avec la Macronie dans un monde de fous. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le diffuser, à le soutenir. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.